trouver le bon ETF, ça peut être compliqué. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous partager, selon moi, les 5 meilleurs ETF sur compte titre et ces 5 ETF respectent 3 règles. La première, c'est qu'ils ont des frais extrêmement faibles. C'est très important parce que si on a des frais de gestion élevés, ça contribue à réduire considérablement la performance sur le long terme de notre investissement. La deuxième des règles, c'est qu'il n'y a pas besoin d'arbitrer. On peut les garder vraiment sur le très long terme et en fonction de la conjoncture actuelle, qu'il y ait de l'inflation, au contraire, qu'il n'y ait pas d'inflation, qu'il y ait beaucoup de croissance, peu de croissance, on peut les garder sur le long terme, donc on n'est pas sur des ETF thématiques. Et la troisième des règles, c'est qu'ils sont accessibles en France sur beaucoup de courtiers, donc on les retrouve pour les 5 sur Trade Republic, sur Scalable Capital, donc pour ces deux courtiers, je vous mettrai les liens en description avec des bonus à l'inscription lorsqu'on ouvre son compte. Et donc on est parti pour le premier de ces 5 ETF, et bien entendu, le dernier, c'est mon préféré. Donc le premier, c'est celui-ci, c'est un iShares Core S&P 500 classique. Donc il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il a des frais vraiment très faibles. On est à 0,07%. La part, elle est de 466 $. Donc c'est pour ça que là, c'est préférable d'avoir un ETF chez un courtier où on a des fractions d'actions. Parce que sinon, dès qu'on doit passer un ordre, on va devoir acheter au minimum une part à 466 $. Donc Trade Republic, Scalable Capital, il y a les fractions, ce qui fait qu'on peut acheter, si on souhaite, juste 50 $, 10 $ de l'ETF directement. Au niveau de l'encours de celui-ci, alors juste avant on a la performance, donc 2022 on peut voir que c'était pas terrible pour le marché américain. Par contre l'avantage de cet ETF c'est qu'il surperforme un tout petit peu l'indice de référence. On peut voir que l'indice de référence a fait en 2022 moins 18,5, lui il a fait moins 18,3, donc il a un peu moins baissé. 2021 il a fait 28,4 cet ETF. Le benchmark a fait 28,2. Donc il est très bien géré. Pareil 2020, 18, là on a 17,8. Donc il y a une petite différence de 0,2 à 0,3. Donc c'est toujours ça de près en termes de performance, c'est-à-dire que finalement les frais de 0,7%, c'est comme si on les avait pas et qu'il n'y avait pas de frais de gestion étant donné qu'ils surperforment légèrement l'indice de référence. L'import il a fait moins 4,7, l'indice de référence a fait moins 4,9, donc 0,2% de plus. Donc on gagne une petite différence de 0,10% par rapport au marché, même en prenant en compte les frais de l'ETF. Pour son encours, donc c'est extrêmement élevé, c'est un des plus gros ETF sur compte titre, c'est lui qui a les frais les plus faibles, donc on est à 63 milliards d'actifs, donc c'est stratosphérique, il a été lancé en 2010, il est capitalisant. Donc ça, c'est notamment beaucoup plus intéressant si on investit sur le très long terme et qu'on souhaite faire fructifier les intérêts composés et ne pas être imposé, notamment si on est fiscalisé en France, où on va se taper 30% si notre ETF nous verse des dividendes. Là, les dividendes sont automatiquement réinjectés, donc ça fait un petit effet boule de neige. Donc ça, c'est le premier ETF. Maintenant, on passe au deuxième que j'ai en portefeuille. Alors le premier, je ne l'ai pas en portefeuille. J'ai celui-ci en portefeuille, un autre et encore un autre qu'on verra en dernier qui est mon préféré. Donc ce deuxième, c'est sur l'Europe. Donc c'est un ETF Europe Momentum. Donc c'est avec un facteur de momentum. Donc qu'est-ce que c'est le facteur momentum? C'est on va dire un ETF qui doit respecter au sein des actions qu'on a à l'intérieur certaines règles. Pour le coup, le momentum, c'est un calcul qui est émis pour voir est-ce que cette entreprise performe, parce que lorsqu'on a une entreprise qui performe sur une période, elle a beaucoup plus de chances de performer sur les périodes qui arrivent, et inversement, quand une entreprise ne performe pas sur même du court terme, sur le court terme proche aussi, elle a beaucoup plus de chances de ne pas performer. Et donc pour le coup, on va retrouver des entreprises européennes dans cet ETF qui intègrent ce facteur momentum, donc qui sur de courtes périodes ont performé, donc on les met à l'intérieur parce qu'on estime qu'elles peuvent continuer de performer. Au niveau de l'encours sous gestion, donc on est à 43 millions. La performance depuis le début de l'année, donc 7,98. L'Europe performe beaucoup moins depuis le début de l'année que le S&P 500. S&P 500 depuis le début de l'année, 17,28%. Mais encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est le long terme. Et l'Europe, ça peut être une bonne exposition. Si on descend ici, on va avoir les 10 principales composantes, donc avec Novo Nordisk, donc 5%, ça c'est de la santé, biens de consommation, santé, industrie, finance, biens de consommation. On a du Hermès qu'on peut voir ici, HSBC, Novartis, etc. Et lui, la devise, il est en euros et nombre de composantes de l'indice, on est à 128. Donc on n'a pas énormément d'entreprises à l'intérieur, mais c'est un ETF que personnellement j'ai en portefeuille et il représente à peu près 10 à 15% du portefeuille. Après ici, on retrouve la performance de cet ETF par rapport au MSCI Europe classique. Donc le MSCI Europe classique, depuis 1994, on est à 7,46% de performance. Sur le MSCI
MSCI Europe, depuis 94, on est à 10,47. Donc on surperforme de 3% l'indice MSCI Europe. Bien entendu, ça ne sera pas forcément le cas plus tard. Pour le coup, sur les quasiment 30 dernières années, ça a été le cas. Mais c'est un ETF que je trouve pour le coup intéressant. Et pareil, là, on peut voir la performance entre le MSCI Europe et MSCI Europe Momentum. Donc en 2022, là, c'est un cas concret. On peut voir le MSCI Europe a baissé de moins 20 pour le momentum et le MSCI Europe classique a baissé même pas de moins 15. Donc ça surperforme pas tout le temps. Il y a certaines années où certains ETF avec un facteur momentum, quality, etc. vont moins performer que les indices classiques. Après, on va avoir ici, alors c'est vrai, on n'est pas sur un ETF, on est sur un ETC. Donc ici, c'est du physical gold, donc c'est de l'or de chez iShares. Donc au niveau de la performance, donc 6,01. Au sein d'un portefeuille, l'or, il faut vraiment que ça soit très faible, voire des fois, il y a des portefeuilles où il n'y a même pas d'or, parce que pour le coup, ça ne performe pas très fortement sur le long terme, mis à part vraiment quand on est dans une période un peu comme on a eu avec des conflits géopolitiques, avec des pandémies, etc. Mais avoir que de l'or en portefeuille, moi je trouve que notamment si on est jeune et qu'on souhaite développer un patrimoine, c'est plus une approche qu'on va utiliser si on est un peu plus âgé et qu'on souhaite moins de performance, mais juste protéger son argent, un peu plus de la volatilité. Quoique, il y a quand même de la volatilité sur de l'or. On peut le voir juste ici. Donc là, on a depuis 2013, donc à peu près sur 10 ans. Donc l'or, il y a certaines années où ça se passe très très bien. Là, 2020, on est à quasiment 24%. Par contre, il y a des années, comme ici, 2013, l'or a quasiment pris un moins 30. Donc voilà, ça peut baisser aussi fortement. C'est pas parce que c'est de l'or que c'est très très stable. Non, ça bouge aussi. Mais un petit pourcentage en portefeuille, ça peut être intéressant si on souhaite aussi se diversifier au niveau de ces différents actifs. Après, on a le rendement total. Là, on peut les voir, les différents rendements. Donc 2022, 2021, 2020. Là, on est actuellement en 2023. L'or a quand même pas mal monté depuis le début de l'année, autour des 5-6%. Je ne sais pas s'ils l'ont mis. Oui, ça, on est autour des 6% depuis le début de l'année. Par contre, effectivement, si on compare à du S&P 500, on est à 17. Donc voilà, on n'est pas du tout au même niveau de performance. On sera beaucoup plus performant de manière générale sur le long terme avec des actions plutôt qu'avec de l'or. Mais c'est un ETF que je trouve intéressant parce qu'il a des frais qui sont très faibles. On est à 0,12%. Et pour l'encours sous gestion, c'est un encours qui est extrêmement élevé. On est à plus de 14 milliards. Après ça, on va aller directement sur un autre ETF qui là n'a pas un certain facteur comme momentum, quality, growth ou autre, et c'est le stock 600. Donc c'est les 600 plus grosses entreprises européennes. Pareil, ils ne versent pas de dividendes, donc ils sont réinvestis automatiquement. La performance depuis le début de l'année, donc on est à 10,91. Les frais de gestion sont vraiment extrêmement faibles sur cet ETF, 0,07%. Il est capitalisant. Et si on descend un petit peu plus bas, là on va retrouver les principales composantes, donc du Nestlé, du Novo Nordisk. C'est aussi une valeur qu'on retrouve sur l'ETF Europe Momentum. On a SML Holding, Novartis aussi, HSBC, Total Energy, etc. Si on descend ici, on peut voir qu'on a 600 composantes. Donc là, c'est beaucoup plus diversifié et ça permet d'avoir vraiment les meilleures actions européennes au sein de l'indice. Donc c'est un ETF qui peut être très intéressant et la répartition par secteur aussi. Donc les finances, quasiment 17%, industrie 15%, santé 15%. Et sur les devises, du coup, il y a différentes devises, donc euro, GBP, CHF, DKK, SEK, NOK et PLN. Donc c'est un ETF qui peut être aussi très très intéressant. Si on se met sur la performance juste ici, qu'on va pouvoir voir, alors il colle vraiment parfaitement son indice de référence, il n'y a quasiment pas de différence. L'ETF il fait 89,44 pour l'exemple ici, l'indice de référence 86,89 et c'est aussi pour ça que je l'aime bien celui-ci, c'est qu'il surperforme aussi légèrement son indice de référence. Donc là on peut voir 97,49, donc il est toujours au-dessus, donc ça permet d'éviter d'avoir des frais de gestion. C'est comme si cet ETF, il n'y avait pas de frais de gestion annuels, donc ça c'est très cool et on surperforme encore un petit peu plus l'indice de référence, donc c'est vraiment pas mal. Voilà pour le stock 600. Après on va avoir ici un ETF que j'adore et si on aurait un à garder en portefeuille, ça serait clairement cet ETF là. C'est un ETF de BlackRock, donc iShares encore une fois, donc il y a pas mal de iShares, on peut le voir ici. Le gold, c'est BlackRock. Ici, c'est Amundi.
Et ensuite, ici, c'était aussi Amundi pour l'Europe Momentum. Mais là, du coup, c'est BlackRock avec un ETF World, pareil avec le facteur Quality. Donc, c'est pas un ETF World classique. Donc, depuis le début de l'année, 16,40% pour du World. Donc, il a très très bien performé depuis le début de l'année. Le S&P 500 a quand même plus performé. On a 17,28. Si on descend un petit peu plus bas, là, on va pouvoir voir la performance de l'ETF. Donc, il a été lancé visiblement fin 2014. Donc, si on se met juste ici, donc ça, c'est l'ETF. Et ici, c'est le benchmark. Donc, lui, par contre, il a l'air d'être un tout petit peu en dessous du benchmark de 0,10% en moyenne. Donc au niveau de la gestion, on n'est pas au-dessus par rapport à, on l'a vu, certains ETF qui ont une meilleure gestion que l'indice de référence, ce qui est quand même assez rare de manière générale. Si on descend un petit peu plus bas, donc là on va avoir le rendement, la performance. Donc pire année 2022, enfin là depuis 2014, on s'est tapé un moins 19,2 comme l'indice de référence. Par contre 2020 14,5, 2021 23 et 2019 30,5. 2018 un peu négatif. Là, du plus de 20, du 5, du 2,5. Si on descend encore un petit peu plus bas, au niveau des frais, on est un petit peu plus élevé. On est à 0,30%. Ça reste quand même raisonnable pour du World, mais c'est parce qu'il est quality. Parce que du World classique, on serait plus autour des 0,12, 0,14, 0,16. Donc ça, il faut le prendre en considération. Pareil, il est accumulating, donc il ne verse pas de dividendes. C'est directement réinvesti afin de pouvoir faire en sorte d'avoir cet effet boule de neige et de ne pas payer d'impôts tant que finalement on ne vend pas, qu'on ne réalise pas de plus-value encaissée. Et sur l'encours sous gestion, on est à plus de 2 milliards, proche des 3 milliards, donc il y a un encours qui est aussi énorme sur cet ETF. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Là on a encore quelques informations. Le nombre d'oppositions, 299, donc c'est assez restreint. Le World Classic, on est à 1600. Donc il y en a beaucoup moins parce que finalement on va prendre exclusivement les meilleures entreprises. Donc dans le facteur quality, on a notamment l'endettement de l'entreprise qui va être pris en considération et d'autres facteurs afin de pouvoir l'intégrer au sein de cet ETF. Donc si la société est de base déjà trop endettée, elle ne peut pas rentrer dans ces 299 entreprises juste ici. Et bien entendu, il y a un réarbitrage à chaque fois qu'une entreprise sous-performe, à chaque fois qu'une entreprise ne respecte plus un des facteurs quality. Et là, on retrouve aussi quelques informations sur des notations et autres. Donc voilà par rapport à ce top 5 ETF compte titre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question et je vous mettrai les deux courtiers chez qui tous ces ETF sont disponibles. Donc on a Trade Republic avec un bonus à l'inscription et aussi Scalable Capital. L'ouverture, elle est gratuite et on peut faire des plans d'investissement pour éviter d'acheter à chaque fois la totalité d'une part. Imaginons elle a 400 €, on peut acheter 50 €, 100 €, beaucoup moins. Ça permet que ça soit beaucoup plus accessible et surtout on peut mettre en place des plans d'investissement pour que ça investisse tous les mois de manière automatique et il n'y a pas de frais du tout sur les plans d'investissement. Je vous mets deux autres vidéos sur la chaîne juste ici, tout en haut, comment mettre en place un DCA en bourse et en dessous, je vous mets mon avis sur la première brique et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.